Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. 4 invités, 3 sujets. Alors les invités, Cyril Benassar, bonjour. Bonjour. Roland Hureau. Bonjour. François Martin. Bonjour Franck. Et bonjour. Et une nouvelle qui s'appelle Claude Meunier-Berthelot. Madame, bonjour. Bonjour. Ravi de vous voir. D'autant que j'ai découvert qu'elle était auteure de nombreux livres. Et donc on en reparlera avec elle une fois prochaine. Et puis pendant que j'y suis, je voulais vous signaler ce numéro de Causeur, évidemment sur le conflit, et où Cyril Benassar a écrit une double page qui s'appelle « Être juif au temps de Tzahal ». C'est un hommage à l'armée israélienne, entre autres. C'est un ressenti sur le fait d'être juif à une époque où les juifs ont une armée dans le monde qui les représente, qui les défend en cas de besoin. Et ça change tout par rapport à des siècles de pogroms où les juifs n'avaient que leurs yeux pour pleurer après un massacre. Ok. Merci. Ben, je vous invite à lire Causeur. Alors, ça c'était les 4 invités. Les 3 sujets sont les suivants. On va parler de l'importation, premier sujet, l'importation du conflit qui se passe entre le Hamas et Israël. Cette importation en France, comment elle se manifeste? Premier sujet. Deuxième sujet, on va essayer de tracer des pistes pour la paix entre la Palestine et Israël. Vaste tâche, hein, mais on va quand même essayer de faire cette mission impossible. Et le troisième sujet, on va parler de la baisse de la natalité en France, baisse très significative d'une année à l'autre, et on va essayer de voir pourquoi. Et puis, éventuellement, s'il y a des pistes pour redresser la chose. Voilà. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le premier sujet. Premier sujet, l'importation du conflit Israël-Hamas en France. En gros, depuis le 7 octobre, le début de la... Ah, comment j'appelle ça, moi? J'appelle ça un attentat, mais c'est pire que ça, c'est un pogrom. Depuis le début du pogrom, il y a eu environ 1000 attentats antisémites en France. Ce qui va faire que l'année 2023 va être une année record très supérieure aux autres années. Je voudrais savoir pourquoi ça se passe en France, un peu moins ailleurs, premièrement. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des remèdes à l'importation de ce conflit? Je cède la parole en premier à François Martin. Merci Franck. Ça ne vous étonnera pas, me connaissant, que je vous dise que je pense que la question est mal posée. C'est vrai que ça fait plusieurs fois que vous me dites ça. Ouais, ça me va très bien. Je pense que la question est mal posée parce qu'en fait, la façon dont elle est posée tend à faire penser qu'on est dans un système de guerre, de civilisation entre les musulmans et un monde judéo-chrétien qui n'est en fait pas judéo-chrétien parce que la composante judéo, en fait, est extrêmement faible, même si elle est importante politiquement. En fait, culturellement, elle ne l'est pas. En Europe ? Culturellement, oui. Ah oui. Le monde dont nous avons hérité n'est pas judéo-chrétien. Il est plutôt gréco-latin, plutôt qu'il n'est judéo-chrétien. Ah, intéressant, alors. À mon avis. Hein. J'aurais signé pour l'inverse. Non. Mais c'est vrai aussi. En fait, si on remonte si on dit simplement une phrase sur Saint Paul, Saint Paul différencie la religion juive de la religion chrétienne en disant que la religion juive est une religion de la loi et que la religion chrétienne est une religion de la grâce. C'est-à-dire la religion de la loi est un système, en fait, de prescription. Et nous ne vivons pas dans un système de prescription. L'islam est un système de prescription. Okay. Donc, à mon avis, on n'est pas du tout dans un conflit de civilisation. Pour moi, on est dans un conflit typiquement décolonial. On est dans un conflit nord-sud, où un certain nombre de pays ne veulent plus de la domination américaine, dont Israël est le représentant. La preuve de ça, c'est que en fait, dans le monde, le conflit en fait est emblématique d'une fracture nord-sud. Et derrière le sud, c'est-à-dire les Palestiniens, en gros, il y a non seulement les pays arabes qui sont tous différents, je le rappelle, parce que entre un Saoudien, un Marocain, un Algérien, un Tunisien, un Syrien, un Libanais, c'est pas les Libanais musulmans, c'est pas les mêmes. Vous pourriez rajouter des musulmans qui sont pas arabes, qui sont les Iraniens. En plus, il y a les Chinois sont derrière.
Lula et les Brésiliens, l'Amérique du Sud est pro-palestinienne alors qu'elle est chrétienne de culture. Les pays africains sont très globalement... Donc ce conflit est un prétexte pour signifier... Alors, il n'est pas qu'un prétexte. Il est un prétexte, mais à mon avis, il est utilisé par un certain nombre de forces politiques pour en faire une fracture de civilisation, ce qu'elle n'est pas. Voilà, c'est ça que je pense, tout simplement. Merci. J'ai vu la tête de Roland. Ceci dit, pardon, je termine en une phrase simplement pour dire que ça n'empêche pas qu'elle est réutilisée et transformée en un conflit de civilisation par un certain nombre de gens, et le risque existe. C'est-à-dire, je ne dis pas que le conflit de civilisation n'existe pas, mais je dis que l'affaire en question est utilisée dans ce sens-là. Voilà. Alors, Cyril, Roland et Claude. Cyril. Oui, conflit nord-sud, on voit bien, il y a quand même des exceptions. Il y a quand même l'Inde, et notamment des milliers d'hindous qui sont prêts à aller se battre avec les Israéliens contre le Hamas. Et comme par hasard, l'Inde, ce sont des gens qui ont l'habitude, depuis des siècles, de vivre avec les musulmans. C'est peut-être pas sans lien. Maintenant, sur l'importation du conflit, parce que c'était ça la question, moi aussi je trouve que le terme n'est pas très approprié. Quand on parle d'importation du conflit, ça pourrait laisser penser qu'il y a en France des affrontements entre des Français juifs et des Français musulmans. Ça n'est pas du tout ce qu'on voit. On voit des actes antisémites, plus d'1 millier, on voit des agressions, on voit des manifestations bruyantes. Pour te corriger, tu as prononcé le mot attentat, il faut dire acte. Parce que le mot est beaucoup trop fort, c'est pas des attentats. En l'esprit, quand je voulais dire attentat, je parlais du 7 octobre. Mais d'ailleurs, j'ai corrigé, j'ai dit que c'était un pogrom, parce que clairement, c'était des attentats en France. Oui, on voit des manifestations, les organisateurs ont beaucoup de mal à interdire aux gens de crier mort aux Juifs. En revanche, dans l'autre sens, je ne vois pas la même chose. Je veux dire que depuis... Ces actes antisémites n'ont pas commencé avec la riposte israélienne contre le Hamas, ils ont commencé le lendemain du massacre. C'est-à-dire que là où on pourrait craindre des représailles, pendant longtemps on a crié après un attentat « attention aux amalgames, attention à la montée de l'islamophobie ». En réalité, il n'y a jamais eu ça, il n'y a jamais eu d'amalgame. On n'a jamais vu le petit épicier arabe du coin de la rue voir sa vitrine défoncée après un attentat, pas du tout. Au contraire, il n'y a pas de représailles, il y a une contagion. C'est-à-dire qu'on a certains de nos musulmans qui sont des musulmans impatients, comme dit Moulay Sansal en parlant des islamistes, des musulmans impatients, qui se sentent excités, stimulés, qui ont envie de suivre le Hamas et de dire « nous aussi ». Pendant qu'ils tuent des Juifs, on ne va pas rester les bras croisés et on va manifester notre haine des Juifs. Et impatient de quoi ? Impatient d'arriver à un monde où les musulmans suivraient les préceptes du Coran à la lettre, comme le prescrivent les islamistes, et se mettraient à tuer des Juifs et des chrétiens, et tout ce qui n'est pas eux en réalité. Et les musulmans qui seraient en France, par exemple. Oui, par exemple, mais on en voit. Ça n'est pas pour l'instant une majorité, mais il y a quand même des milliers de gens qui défilent pour défendre la Palestine et qui n'ont pas un mot pour les massacres du 7 octobre. Mais il y a quand même une nuance entre ceux qui défendent la Palestine et des musulmans ou autres qui voudraient tuer des Juifs. C'est quand même pas les mêmes, forcément. Mais, je trouve que la nuance s'éteint avec le temps, qu'on la voit de moins en moins. La différence entre l'antisionisme, entre la défense de la cause palestinienne et le soutien au Hamas est de moins en moins claire, de moins en moins nette. Elle l'aurait été s'ils avaient par ailleurs et en même temps dénoncé les crimes du Hamas. C'est extrêmement faible. Il y a eu une pétition, vous savez, sur le thème « Not in my name », pas en mon nom. Elle a réuni 27 personnes, dont un certain nombre sont des apostats. Voilà, c'est ça la réalité. Donc à chaque fois qu'on aurait pu craindre des ratonnades, c'est le contraire qui se passe, c'est des actes antisémites. Alors, merci. Roland et Claude. Roland. Je veux dire, je suis tout à fait irrité quand on parle de la montée des actes antisémites sans préciser de qui il s'agit. On laisse entendre que ce sont les bons Français franchouillards. Personne ne dit ça. On le dit pas. Mais on ne précise pas non plus qu'ils sont essentiellement liés à l'immigration. Mais quand savez-vous Parce que finalement, est-ce que c'est documenté, ça, Roland Écoutez, c'est ce que Est-ce que c'est documenté Bon, écoutez, oui. On voit bien qu'on n'a pas autour de nous, ni même... on ne voit pas des Français, on n'est pas dans le retour des heures sombres de notre histoire, de Vichy, etc. C'est tout à fait différent, et il faut le préciser, parce que derrière, il y a quand même une volonté, quand on ne précisait pas, d'attaquer la France. Et voilà. Vous pensez qu'il y aurait un amalgame où on pourrait croire que ce sont des Français, on va dire de souche, ou très anciennement Français, qui attaqueraient les Juifs en France ? Complètement. Qui par ailleurs sont Français spécialement aussi ? aux États-Unis, où ils s'imaginent que tous les Français sont antisémites. C'est aux États-Unis, il y a l'image
l'image de la France qui est totalement désastreuse. Oui, bien sûr. Pourtant, on a la plus grosse communauté juive d'Europe. Bien sûr, et depuis très très longtemps. Mais je pense que les Français sont les plus tolérants qui aient été et les moins antisémites des peuples d'Europe. Mais ce n'est pas une opinion répandue aux États-Unis, mais même pas en France aussi, où on a ressassé des actes, affaire Dreyfus, etc. Mais je vous ai vu réagir quand même à ce qu'a dit François Martin. Alors, par ailleurs, je ne suis pas d'accord avec lui, mais ça, c'est peut-être pas tout à fait le sujet. Je pense que, ni plus ni moins que le judaïsme, le christianisme est une religion de la prescription au départ. L'opposition entre le judaïsme la grâce et la prescription, hein. Oui, mais la grâce, vous la trouvez, vous la trouvez tout autant dans le testament juif, qu'il ne faut pas appeler... oui, bien sûr. Là, ça, et notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Je ne changerai pas un iota de la loi de Moïse, elle est intégralement valable pour les chrétiens. » Et la miséricorde et tout ça, ça se trouve à toutes les pages de l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la rupture que certains se plaisent à mettre, mais ce n'est pas tout à fait notre sujet. Bon, je voulais dire aussi que s'il y a une extension, c'est totalement déplorable, qui est une mondialisation et une extension sur le territoire français du conflit au Proche-Orient. Il faut garder au conflit du Proche-Orient sa spécificité. Ce n'est pas un acte de colonialisme, parce que quand on dit que c'est l'extrême pointe du colonialisme, ça porte aussi autant tort aux anciennes puissances coloniales. C'est pas ce que dit François. François, il dit acte de manifestation suite à la décolonisation. Ouais. Et il ne parle pas de ce qui s'est passé entre Israël et le Hamas. Non. Il y a une tendance dans tout le Nouveau Sud, là, à dire ce n'est que du colonialisme. Et du coup, à ma connaissance, il n'y a pas eu de guerre aussi violente, ni près, dans l'Afrique occidentale française, et même la guerre d'Algérie, c'était autre chose. Je veux dire, on en profite pour faire une accusation générale de tout le mouvement colonial, qui, comme le disait une personnalité... Mais pardon, mais là, Roland, on parle des actes antisémites en France, et on essaie... changé de sujet, là. Oui, d'accord, mais moi je vous remets sur ce sujet-là, parce qu'on a 1000 manifestations, alors elles sont très variées. Hein. C'est des tags, c'est des insultes, on a tous entendu les chants nazis dans le métro. C'est quand même assez nouveau, ce truc-là. Oui, mais les chants nazis, ils sont chantés aussi par les gens que nous soutenons en Ukraine. C'est tout ça. Simplement, je suis totalement désolé et totalement contrit, enfin pas contrit, qu'un juif aujourd'hui puisse pas se promener avec sa kippa. C'est un déclin progressif. Mais il faut voir où est la raison. La raison, c'est que nous avons non seulement la communauté juive la plus importante d'Europe, mais aussi la communauté arabe. Je dis bien arabe, pas musulmane, la plus importante d'Europe. Alors évidemment, c'est le rôle d'un pouvoir. C'est 500 000 versus s'il y avait 5 millions. encore un pouvoir, de faire cohabiter toutes ces sociétés ensemble, en une seule société, mais il faudrait qu'il y ait un président, comme le faisait le général de Gaulle, qui dise qu'il y a l'intérêt national français qui passe avant tout. Or, on n'en est plus là. On va falloir se faire les malins en disant que pour être moderne, il faut s'américaniser. Eh ben, on n'a plus personne qui parle au nom de la France. Je vais passer la parole à Claude Meunier-Berthelot, qui, entre autres choses, est spécialiste de l'éducation. Je ne sais pas si ça... Allez-y. Je ne sais pas si ça a un lien, non, mais je voudrais revenir sur ce que disait monsieur là tout à l'heure, parce que je crois qu'on fait sur le fait qu'effectivement, il y a des manifestations des Arabes contre les Juifs et pas l'inverse. Mais je crois qu'on fait la même erreur que pour l'Ukraine et la Russie, c'est-à-dire que on accuse effectivement Poutine d'être intervenu auprès d'Ukraine, mais on n'a pas vu ce qui avait précédé, si vous voulez, et ce qui avait entraîné effectivement l'intervention de la Russie. Et là, c'est pareil, si vous voulez, bien sûr que c'est le Hamas, que ce sont les Palestiniens, enfin... Le groupe terroriste, oui, le Hamas, qui a provoqué la terreur. Mais il faut voir aussi précédemment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce sont quand même... Il faut voir dans quelles conditions vivent les gens de Gaza à cause des Israéliens. Donc, c'est ce qui explique effectivement... Ça, c'est Claude, c'est les raisons de la guerre.
on peut effectivement... Non, mais c'est ce qui peut expliquer effectivement que les musulmans ici en France, si vous voulez, donc ont des actes antisémites, alors que les juifs n'ont pas ou moins, si vous voulez, d'actes hostiles vis-à-vis des musulmans. À ma connaissance, autant il y a eu des raids de colons à Gaza, autant il n'y a pas de juifs en France qui se manifestent contre les musulmans. Donc ça m'a échappé. À ma connaissance, non. Juste Cyril. À ma connaissance, non. Précisément pas à Gaza. C'est-à-dire que Gaza a été... Non, c'est en Cisjordanie. En Cisjordanie. C'est-à-dire qu'à Gaza, les Israéliens se sont désengagés en 2005. Il y avait des colons. L'armée israélienne s'est battue avec les colons pour les faire dégager et pour rendre le territoire à Gaza. Ensuite, quand on parle de ce que les Israéliens font à Gaza, c'est un blocus israélo-égyptien. Les Égyptiens aussi n'en veulent pas. Les Égyptiens aussi se battent contre les frères musulmans, qui est devenu le Hamas. Et le Hamas, depuis qu'il a pris le pouvoir à Gaza, au lieu de développer le commerce, le tourisme, l'éducation, au lieu d'essayer de faire quelque chose avec les milliards qui sont déversés par le monde entier, n'a cessé de s'armer, de fabriquer des tunnels pour protéger ses soldats et d'exposer la population aux tirs, aux ripostes israéliennes, aux attaques, les attaques qui n'ont jamais cessé. Là, on est sur ce qui se passe en France et qui fait que, bien sûr, parce que ce que dit Claude Meunier-Berthelot, c'est qu'en fait, c'est le traitement de la population à Gaza résonne dans une partie de la population d'origine musulmane musulmane en France et qui fait qu'il y a cette réaction antisémite. Je comprends bien, mais juste une chose. Quand il y a eu cette roquette qui est tombée sur le parking d'un hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a enflammé les rues arabes. Tout le monde s'est mis à descendre dans la rue, à hurler « mort aux Juifs ». On s'est rendu compte après que ça n'était pas l'armée israélienne, que c'était le djihad islamique qui avait loupé une roquette. C'est pas confirmé encore. Bon, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ça a été confirmé par des enquêtes internationales, par les Américains, par les services. Ils ont fait entendre des conversations entre Palestiniens qui disaient « vous vous êtes trompés, vous avez fait gaffe la prochaine fois ». Enfin bon. Mais il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il y a peu de doute. Non, mais c'est pas là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui enflamme les rues arabes, ça n'est pas qu'il y ait des Palestiniens maltraités, qu'il n'y ait pas des Palestiniens tués. C'est le fait que ce soit des Juifs qui soient à l'origine de ça. Quand il y a des massacres arabes partout dans le monde, il y en a partout dans le monde, personne ne bronche. Quand des camps de Palestiniens ont été attaqués, massacrés par le père de Bachar al-Assad, par Raphaël al-Assad, 400 000 morts, quand il y a eu Sabra et Shatila, c'est des falangistes chrétiens, on n'a pas vu les Arabes se mobiliser. On ne les voit se mobiliser, en France comme ailleurs, que quand ils sont en but à des Juifs et à des Israéliens. Et les Américains derrière. Parce qu'il y a quand même un ressentiment qui est aussi... il y a beaucoup de gens qui voient les Israéliens non pas comme des Juifs, mais comme les représentants, le bras armé des États-Unis. Et les États-Unis suscitent de plus en plus de frustration dans le monde. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas en mettre... Ils sont là actuellement. Pardon ? Heureusement qu'ils sont là actuellement avec 2 porte-avions, parce qu'on pourrait croire que peut-être... on pourrait croire que ce qui se passe au Liban, ce serait beaucoup plus grave, et on pourrait craindre une intervention iranienne. Apparemment, ils sont là pour contenir ce genre d'initiative. Si c'est pour préparer une phase d'élargissement, c'est autre chose. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas mettre en symétrie les Juifs de France et les musulmans de France. Il y a bien sûr beaucoup de ressentiment ou beaucoup de colère chez les musulmans de France, mais le sentiment inverse, c'est pas celui-là. Ce sont des Français de souche, j'aime pas beaucoup cette expression, mais enfin, et surtout de grands journalistes qui disent le combat contre le terrorisme en France, c'est la même chose que le combat contre les à Gaza aujourd'hui, et que nous sommes engagés dans le même combat sur le territoire français avec notre minorité, grosse minorité musulmane, que le combat qui a lieu aujourd'hui contre le Hamas. Pardon ? Qu'est-ce qu'il faut dire si c'est pas juste ? Qu'est-ce que vous diriez ? Je dis qu'il ne faut pas... Comment juste de quoi ? Vous dites que les journalistes qui disent que c'est le même combat en France... Il faut dire qu'il y a une singularité. D'ailleurs, dès que vous sortez des singularités, il y a une singularité du problème de l'immigration, du problème du terrorisme que je séparerai d'ailleurs du problème de l'immigration. Le problème de l'immigration est essentiellement démographique, et puis le fait que du terrorisme se soit branché dessus, c'est encore un deuxième problème. Et je pense qu'il y a une spécificité du conflit
israélo-palestinien qui n'a pas, qui est tout à fait différent du ressenti des Français vis-à-vis des musulmans dans les banlieues. Tout à fait différent. Évidemment, il y a une singularité du conflit israélo-palestinien qui dure depuis 80 ans. Ça, c'est sûr. Il y a la condition des Palestiniens. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. Mais il y a une similitude entre la France et ce qui se passe en France et ce qui se passe là-bas, c'est le djihadisme. Et le djihadisme, la guerre sainte, ne s'appuie sur aucune réalité d'oppression quelconque pour se manifester au Bataclan. Je veux dire, il n'y a pas de condition des musulmans en France qui justifiait le Bataclan, qui justifiait Nice, qui justifiait... le Bataclan a été commandité par un membre de l'OTAN. Je dis pas un lequel, membre mais de tout le monde l'OTAN. le sait. Bon, écoutez, Si. j'enchaînerai pas là-dessus, mais juste une dernière chose sur le décolonialisme. C'est très intéressant, cette histoire de décolonialisme. C'est la même chose. Le décolonialisme, enfin, le ressenti colonial ne s'appuie sur aucune réalité. On a une génération en Afrique, une jeunesse qui est farouchement remontée contre la France alors qu'elle n'a pas connu le colonialisme et qui préfère les Russes ou les Chinois. Ils vont pas être déçus quand ils verront comment les Russes et les Chinois traiteront les Africains. Comment ils ne construiront pas d'écoles, d'hôpitaux, de routes, ils se contenteront de piller les ressources et de déguerpir. Ouais. Et le décolonialisme est partout dans le monde, mais ça ne s'appuie pas sur une réalité. Et en fait, moi, ce que je pense, c'est que... Juste une dernière phrase, s'il vous plaît. Je veux dire, le décolonialisme n'est pas mu par le mal que l'Occident aurait fait au tiers-monde, mais par le bien que l'Occident a fait au tiers-monde. Ils ne nous pardonnent pas le bien qu'on leur a fait, parce que c'est une humiliation de laquelle ils ne peuvent pas se relever, parce qu'ils ne peuvent pas rendre l'appareil. Attendez, François Martin, Claude Meunier-Berthelot. Très rapidement, je ne partage pas cet avis. J'ai passé 40 ans à voyager dans le domaine de commerce international de l'alimentaire sur plus de 100 pays. Okay. La région que je connais le mieux, c'est l'Afrique. J'y suis né, j'y ai vécu, etc. Je pense exactement l'inverse de ce que tu dis, cher ami. Ce que tu dis n'est pas faux au niveau des peuples, parce qu'en 40 ans, je n'ai jamais eu une accusation en disant « vous les Français ». Je ne le partage pas. Par contre, au niveau des systèmes étatiques, je pense que c'est vrai et j'entame une série de conférences là-dessus, dont la première demain, précisément sur ce sujet-là. Mais bon, je rentre pas dans Quand vous dites au niveau des États, c'est les dirigeants des États qui seraient soit les enfants, soit eux-mêmes des acteurs de la décolonisation, qui resteraient dans ce schéma-là. C'est évident. Quand vous avez un chef d'État qui est en place depuis 40 ans, voilà, vous pensez pas que quelque part il y a une collision entre lui et l'ex-puissante dominante sur laquelle et qui ne se développe pas. Vous pensez pas qu'il y a un risque, qu'il y a un problème? Si vous avez un certain nombre de jeunes colonels qui secouent en disant on en a marre, on veut développer notre pays, etc. Vous pensez pas? Bah bien sûr. Bah bon, je rentre pas dans les détails. Ce que je veux dire simplement, deux remarques pour faire. Je partage tout à fait ce qu'a dit Claude Meunier-Berthelot sur le fait qu'il faut lever du guidon, le nez du guidon et regarder les choses dans l'histoire. J'ai fait un article qui a été publié dans sur le site du Nouveau Conservateur où j'ai refait toute l'histoire du Hamas. À toutes les étapes de l'histoire du Hamas, à partir de 67, avant même sa déclaration officielle par Cheikh Yassine en 87, à toutes les étapes, alors que le Hamas se présente dès le début comme une entité islamique, etc., qui veut détruire Israël, Israël confirme et appuie cette tendance systématiquement. Et elle ne paye pas pour qu'il reste tranquille. Elle paye parce qu'elle veut augmenter, militariser, etc., pour parce qu'elle veut qu'elle détruise le Fatah. Oui, et même la personne qui était chargée de lutter au Fatah contre le Hamas, qui était un jeune gars qui s'appelait Mohamed Darlan, à l'époque, a été arrêté 11 fois parce qu'on a interdit aux Cisjordaniens de se défendre contre le Hamas, dont le Hamas est une création d'Israël, absolument une création d'Israël. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Alors maintenant, je finis, attends, je voudrais terminer ma phrase. Je voudrais terminer ma phrase. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a une importation du conflit maintenant, c'est parce que le problème du Hamas a été tellement utilisé par Israël qu'aujourd'hui, il leur a pété dans les pattes. Mais ce que je veux dire, c'est que le système qui consiste à internationaliser un discours haineux entre Hamas et Israël a été instrumentalisé par la droite israélienne pour pouvoir se débarrasser des laïcs socialistes du Fatah. C'est ça l'ennemi d'Israël et c'est ça l'ennemi du Fatah. Voilà. Ok. Cyril, une seconde.
juste un mot. Non, Cyril, Claude Meunier-Berthelot est très peu intervenu. Je voudrais lui donner la main et on va y aller. Avec François Martin, de toute façon, le Hamas a été instrumentalisé par Israël. D'ailleurs, il y a eu un article dans une presse israélienne le 29 mai 2023 qui dit clairement, effectivement, que le Hamas a été instrumentalisé par Israël et que, à ciel ouvert, si vous voulez, le Hamas est l'ennemi d'Israël, mais que, secrètement, le Hamas est un allié d'Israël. C'est écrit dans la presse israélienne. Un allié d'Israël. Mais c'est la réalité. Que ce soit instrumentalisé, c'est deux choses différentes. Être instrumentalisé, être créé, être poussé pour être un contre-pouvoir, c'est une chose. Être un allié d'Israël, quand on va tuer 1400 Israéliens, ça paraît... Le Hamas reçoit tous les mois 35 millions de dollars par la valise diplomatique. Et l'argent est était amené à Gaza jusqu'à la veille de l'attentat, protégé par Tsahal. C'est Tsahal qui amène l'argent du Qatar. Mais bien sûr, mais tout le monde le sait. Mais c'est des choses... Israël, on mélange un peu tout là. Bruno l'a dit 10 fois. Je suis d'accord. C'est la réalité. Alors, oui, Israël s'est déchargé sur le Qatar. Israël s'est déchargé sur le Qatar de l'entretien du Hamas d'un certain nombre de structures de toutes sortes, et pas seulement l'armée. Enfin, maintenant, que vous trouviez dans la presse israélienne ce genre d'article, c'est tout à fait vrai, parce que Israël est une démocratie, il y a une pluralité de l'expression, et les critiques les plus féroces de la critique israélienne, vous les trouverez dans la presse israélienne. Maintenant, quand vous dites... Attendez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ouais. Quand vous dites qu'Israël soutient le Hamas, ce sont des raccourcis mensongers. On a entendu la même chose à propos de Daesh. C'est-à-dire qu'on a entendu qu'Israël était à l'origine et soutenait Daesh. En réalité, quand on analyse les choses, il est vrai qu'Israël a soutenu des groupes en Syrie qui se battaient contre Bachar el-Assad et qui, par la suite, ont fait allégeance à Daesh. Et ensuite, chez des gens comme vous ou comme ailleurs, ça devient Israël soutient Daesh, Israël soutient le Hamas. En réalité, Israël, c'est un pays comme les autres qui pratique la réelle politique, c'est-à-dire parfois ils choisissent de diviser pour mieux régner. Ils ont eu des manœuvres qui ont visé à diviser le Fatah au moment où le Hamas était émergent. Et puis ensuite, ils ont accueilli les cadres du Fatah qui étaient menacés de liquidation physique de mort par le Hamas à Gaza. Ils les ont accueillis en Israël. Donc ça n'est pas aussi simple que ça, et ça n'est pas aussi mensonger que ça. Ok. Alors, Claude, allez-y, Claude. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que dans l'article, il est bien... Je vous le montrerai, l'article, si vous voulez, mot pour mot, où on dit bien... où on dit bien, effectivement, du Meretz jusqu'au sionisme religieux, tout le monde, effectivement, était d'accord pour faire de Damas son allié. Alors, la population israélienne est contre Netanyahou. C'est exactement pour la raison que je dis. Ce qui lui reproche, c'est d'avoir justement créé un golem qui lui a claqué dans les pattes. Ouais. C'est ça qui lui reproche. C'est pas la première fois qu'une grande puissance crée un golem. On a eu l'histoire avec les talibans. Le allié du Hamas. Allez, vous comprenez bien la différence. Cyril, je donne la parole. On a dépassé de 7 minutes, donc on va être... On a longtemps dit, et c'était juste que Lénine avait été instrumentalisé par les Allemands. Et c'était vrai. Mais ça le phénomène du communisme ne se réduit pas à cette alliance objective temporaire. Alors, je veux dire un mot sur le décolonialisme. Je pense que le décolonialisme est une idéologie née aux États-Unis, répandue aujourd'hui dans le tiers-monde, répandue en Afrique, répandue par l'école laïque française auprès des jeunes immigrés, qui n'a rien à voir avec la mémoire coloniale. Rien à voir avec la mémoire coloniale véritable des Africains. Ça ne peut pas être les Américains qui ont créé un concept, alors qu'on voit bien qu'en Afrique, les ferments de cette idéologie étaient là depuis très longtemps, depuis la décolonisation en elle-même. Dans les années 60-70, c'était pas du tout le cas. Ça naît, ça développe aujourd'hui, surtout avec la politique africaine absurde du gouvernement français actuel, qui passe son temps à faire des provocations et des maladresses ou volontaires. Voilà. C'est pas Macron qui a créé les mouvements des colonisateurs Macron s'inscrit, Macron ne sait rien de l'Afrique, il a tout appris dans les universités américaines, via Sciences Po Paris, c'est-à-dire l'idéologie décoloniale, qui vient qui est parti des États-Unis et qui a percé sans que le gouvernement américain y soit pour quelque chose. C'est le woke. C'est un des aspects du woke. On est bien d'accord. Oui. Voilà. Alors, écoutez, on a pas mal dévié du premier sujet, mais c'était très informatif et extrêmement riche. Je vous remercie. On a explosé les compteurs. Je veux vous dire.
vous qui nous suivez. On est à plus de 9 minutes, j'ai jamais fait ça. On va quand même aller sur le deuxième sujet, qui sont les pistes de la paix. On verra si on déborde encore, quitte à faire sauter le troisième sujet. Je ne suis pas ennemi des gros changements. Allez. C'est très important de bien déblayer la première partie pour pouvoir comprendre la deuxième partie, sinon on passe à côté. Entièrement d'accord. Vous me le retirez de la bouche. Merci beaucoup, François. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. Bonjour, deuxième sujet, les pistes de la paix. Un conflit qui est vieux de 75 ans, un nouvel État qui s'implante dans une région, un processus de décolonisation des Anglais qui étaient là précédemment. Ça se passe pas bien dès le départ. Maintenant, on voit qu'on est au cœur du conflit, on voit bien que les pistes de la paix sont ténues et on voit mal comment elles pourraient prendre leur place. Néanmoins, on va s'inscrire dans le temps. Et on va essayer de regarder à quel point, dans les années qui viennent, ce conflit extrême pourrait être le départ de quelque chose d'autre. Et je cède la parole à Roland. Je ferai une proposition qui paraît absurde et provocatrice. Il faut qu'Israël donne de manière unilatérale, je dis bien, l'indépendance complète à Gaza. Pourquoi ? Parce que les terroristes vont se transformer en diplomates. Les 300 ou 400 personnes qui dirigent le Hamas, ils vont être attachés d'ambassade au Chili, à je ne sais pas où, en Mongolie, etc. J'ai été le premier diplomate français, passage que j'ai fait au Quai d'Orsay, à aller dans les camps de l'ANC qui résistaient contre l'apartheid en Afrique du Sud. Alors j'ai vu des gens qu'on qualifiait de terroristes se transformer en ambassadeurs dès l'arrivée de Nelson Mandela au pouvoir, pour décapiter véritablement le Hamas, ça serait une excellente, à mon avis, une excellente solution. Et puis, on aurait deux États. Alors, qu'est-ce que vous faites de la Cisjordanie dans cette histoire ? Ça pourrait être. Moi, je suis pas pour une solution à deux États. Je suis pour une solution à trois États. Un gros et deux petits, oui. De Monaco et. N'exagérons rien. Non, parce que si vous dites de Monaco, vous sabotez. Une solution. En tous les cas, j'ai jamais vu dans l'histoire, on a l'exemple du Pakistan et du Bangladesh et on en a d'autres, que deux États, qu'un État où vous avez deux morceaux qui sont séparés, ça puisse fonctionner. Donc oui, et puis vous avez un quatrième État qui se revendique palestinien. La Jordanie a toujours dit qu'elle était palestinienne. Et puis là-dessus, vous faites une confédération avec très très peu de pouvoir, enfin avec une présidence tournante, vous pouvez faire beaucoup de choses. En tous les cas, Gaza. Sharon l'avait compris d'ailleurs, Sharon, qui n'était pas un tendre, quand il a retiré en 2003, 2005, les forces israéliennes de l'intérieur du périmètre de Gaza, il avait compris cette logique. Mais il faut aller beaucoup plus loin, il faut que ça soit véritablement un État. Alors les gens de Gaza et surtout le Hamas vont refuser. Mais ça doit être une idée. Pourquoi refuserait-il ? Parce que ça, on va dire, là, ils vont certainement dire, ils vont venir ce que je viens de dire, c'est-à-dire une espèce de normalisation, d'assagissement, de récupération, et puis parce que tout est dynamique dans une négociation. Ça ne doit pas être une négociation. Okay, super première proposition. Voilà. Super première proposition, franchement. Cyril Benassar. J'aimerais bien partager votre optimisme et votre foi en l'avenir, mais hélas, de votre proposition, mais hélas, c'est un peu ce sur quoi comptaient les Israéliens et le reste du monde. Le Hamas va s'embourgeoiser, le Hamas, on va leur donner des millions, ils vont avoir à gérer toute la vie civile de Gaza. Et puis, ça va bien se passer, ils vont finir par être corrompus comme les autres, et puis par se calmer. Ça n'est pas que je ne le crois pas. C'est ce qui s'est passé au Fatah. Enfin, en tout cas, la différence avec le Hamas, c'est que le Hamas, j'ai l'impression qu'on est aveugle à ça. C'est un groupe avant tout djihadiste. Son problème, ça n'est pas la Palestine, c'est le djihad, c'est-à-dire annihiler l'État d'Israël. Ils veulent tout. Israël, ils ne veulent pas partager, ils ne veulent pas la paix, ils ne veulent pas la prospérité, l'éducation et la sécurité de leur population, de leurs concitoyens. Ils veulent la guerre. Et tous les millions qu'on a donnés et tous les désengagements n'ont abouti qu'à ça. Oui, mais c'est une constante. Moi, je vous dis, est-ce qu'il y a des pistes pour la paix ? En gros, vous dites non. Non, je ne dis pas non. Moi, je pense que... Alors, des pistes pour la paix, c'est un problème tellement complexe et
s'est heurté à tellement d'échecs de part et d'autre que c'est difficile voilà, je suis pas un politologue qui pourrait mettre... Moi, je pense qu'en préalable, la paix passe par une forme de pacification à la romaine. C'est-à-dire qu'il faut d'abord détruire ses ennemis irréductibles. Ceux qui veulent absolument vous détruire, qui ne veulent pas la paix. Ça passe par la destruction du Hamas, comme est en train de le faire l'armée israélienne, mais pas seulement, ça passe aussi par la neutralisation, alors pas par l'extermination comme le Hamas, mais par la neutralisation des colons illuminés. Israël a deux problèmes et le sionisme a deux problèmes énormes. C'est les Palestiniens enragés d'un côté, les colons illuminés de l'autre. Les colons messianiques qui pensent que cette terre leur appartient parce que c'est écrit dans la Bible. Et qui, eux non plus, ne voudront jamais faire la paix. Qui se battront et qui iront jusqu'à leur suicide pour avoir toute la terre. Il faut neutraliser. Alors, avec le système électoral israélien, on arrive à des coalitions qui, pour avoir une majorité... C'est tout le problème de Netanyahou, voilà, s'allient avec des partis qui sont ultra-minoritaires et qui sont des colons suprémacistes, c'est vrai. Il faut les neutraliser. Il faut que le sionisme prenne conscience que c'est une maladie, c'est un dévoiement de l'idéal sioniste, c'est une pathologie et qu'il faut se guérir de ça, qu'il faut neutraliser les colons et à partir de là, on pourra réfléchir à des solutions de paix. Maintenant, les solutions de paix... Je voudrais... Parce qu'il y a quand même une chose. Depuis 75 ans, cette politique de détruire l'adversaire, c'est celle qui a eu lieu. Sauf qu'en tuant l'adversaire, les enfants restent vivants, et les enfants ont vu leur papa mourir et leur maman mourir, et donc ils ont la haine au cœur, et hop, on en reprend pour une génération suivante. C'est vrai, mais on ne peut pas faire l'économie de la destruction de gens qui veulent à tout prix vous détruire. À tout prix, c'est-à-dire au prix de la paix et au prix de la sécurité de leurs concitoyens. Oui, il n'y a pas d'autre solution. Ça n'est pas suffisant, mais c'est indispensable. C'est un préalable indispensable. Et maintenant, je voudrais rajouter juste une dernière chose, c'est qu'à chaque fois qu'Israël s'est désengagé, a donné un peu d'autonomie, ça n'a fait que reculer la ligne de front, enfin que l'avancer vers Israël. Ça n'a fait que déplacer les rampes de lancement des roquettes et donner, chaque fois qu'Israël s'est désengagé et a cessé d'assurer la sécurité elle-même, ça n'a fait que armer le terrorisme et donner des armes pour le combat contre Israël. Ok, merci. François Martin. Je ne partage pas du tout la vision des choses de Cyril, parce que si on regarde l'histoire d'Israël, que je reprends également dans mon article, à toutes les étapes, on regarde l'étape de la colonisation. La courbe de la colonisation, elle est toute droite et permanente depuis le début. En permanence. Il y a aujourd'hui 700 000 colons. À quel moment ? Elle commence en fait dès 48, mais en particulier dès 67, à partir de la déclaration 242 du Conseil de sécurité, que Israël n'a pas respecté, pas plus qu'il n'a respecté les 100 autres, parce que Israël a été condamné 100 fois. Donc vous parlez de la colonisation, de la colonisation des guerres actuelles. La colonisation des terres palestiniennes par Israël. C'est pour ça que le Fatah existe, c'est pour ça que le Hamas existe, et c'est pour ça qu'Israël l'a créé, parce que ça sert d'épouvantail pour empêcher le développement du Fatah et pour justifier la colonisation. C'est exactement pour la raison de ce que dit Cyril. Si le monde entier et les Israéliens sont persuadés qu'il y a des gens là qui les haïssent absolument, ça veut dire on est là pour se défendre et parallèlement à ça, on continue la colonisation. C'est ça le problème. Alors, donc le problème de départ, c'est la colonisation. Votre proposition, c'est décolonisation complète ? Absolument, c'est la seule. Vous rentrez dans ce quelle que frontière ? je veux dire, vous avez deux paysans, on va dire corses pour la gentillesse, qui se battent pour un champ depuis des centaines d'années, d'accord ? Bon, ils se sont battus, il y en a un qui a tué la femme de l'autre, l'autre qui a tué le fils de l'autre, ils se disputent. À un moment donné, il y a le juge du village qui dit, bon, maintenant toi tu prends la moitié du champ de gauche, et après, toi tu prends la moitié du champ de gauche, c'est comme ça. Ça, c'est 67. Et puis, ils continuent à se disputer, à se tuer, etc. Puis, 75 ans après, il y en a un qui a mis la moitié de sa famille, ou les trois quarts de sa famille, sur le champ de l'autre. Si vous regardez l'histoire de la vendetta, vous en sortez pas. Donc, la seule façon, c'est de revenir au jugement de départ. Ça, c'est possible. Le jugement de départ, vous dites, les 700 000 colons, vous n'avez aucune raison d'occuper une terre qui ne vous appartient pas. Vous partez, c'est tout. Okay. Il y a bien eu dans l'histoire. Il y a bien eu. Israël ne le voudra pas tant que Netanyahou ne sera pas là. Oui. Tant que Netanyahou sera là. Donc ça veut dire qu'il faut changer. C'est cette droite palestinienne depuis 2000 qui a foutu Israël dans une merde effroyable. Mais il faut revenir.
95, avant l'assassinat de Rabin, on y était presque. Si la gauche était restée, la solution à 2 États, elle serait effective aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les Américains ont toujours appuyé Israël, même lorsqu'il n'a jamais respecté aucune des résolutions, en particulier la résolution 242. Donc, il faut revenir au droit. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Et on rend la terre qu'on a prise, c'est tout. Après, on démilitarise, si on veut, on détruit le Hamas. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la politique actuelle d'Israël aujourd'hui, ils ne détruiront pas le Hamas. Vous savez comment ça s'appelle? Je l'ai dit à l'émission l'autre jour. Comment Tsahal appelle l'opération qu'ils sont en train de faire? Ça s'appelle tondre le gazon. Ils appellent ça tondre le gazon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire supprimer leur capacité de nuisance, mais pas supprimer le Hamas en tant que force politique, parce que le jour où ils le suppriment, on va leur dire, maintenant, vous ne pouvez pas refuser la solution à 2 États, puisque vous n'avez plus d'ennemis. Pardon, François, je crois que tondre le gazon, c'est des opérations qui sont beaucoup plus régulières, qui consistent à aller tuer quelques dirigeants et des agitateurs. Là, il s'agit d'autre chose. C'est-à-dire raser, mais en faisant ça, on crée pas... Le Hamas, aujourd'hui, c'est 20 000 types. Bon, moi, je me mets à la place de tous les gamins... 2 millions d'habitants. Voilà. Hein. Bon, si je me mets à la place de tous les gamins qui ont vu leur truc tomber, etc., dans 5 ans, ils ne seront pas 20 000 types, ils seront 50 000 ou 100 000. Donc, on n'en sortira jamais. Donc, il faut virer Netanyahou et revenir à la résolution 242. Voilà. Compris. Est-ce que ça, ce serait faisable? Est-ce qu'en Israël, il y a des gens qui sont capables d'entendre qu'on revient aux frontières de 67 ? Écoutez, à la résolution 242. Ça devient compliqué parce que depuis, il y a eu des implantations et il y a des endroits qui sont entièrement juifs. Mais oui, ça devient compliqué. Maintenant, je pense que vous prenez les choses à l'envers. Vous pensez que la colonisation est à l'origine de tout et que la riposte des Palestiniens est une réponse. En réalité, c'est le contraire. C'est une occupation. Les Israéliens n'ont que faire d'occuper la Cisjordanie. C'est une plaie pour eux. Attendez, laissez-moi finir. C'est une plaie pour eux au départ. Ils le font pour des raisons de sécurité, parce que c'est la seule façon de faire reculer une ligne de front par laquelle on les attaque constamment. Maintenant, sur cet état de fait, il est vrai qu'il y a eu un mouvement colon et un mouvement de juifs messianiques qui se sont dit, puisqu'on occupe, on va s'installer. Et que petit à petit, en l'absence de solution de paix, en l'absence d'un partenaire qui était capable de respecter des frontières et de foutre la paix aux Israéliens, les colons ont pris de l'ampleur et se sont mis à s'installer. Et il y a ce mouvement qui s'est dit, on va rester. Maintenant, pour l'opération Tondre le gazon, c'est ce qui se faisait jusqu'à présent. Effectivement, ça consistait à désarmer le Hamas, à enlever... Oui, mais c'est horrible. Écoutez, il y a pire, c'est le défrichage et le désherbage. C'est-à-dire, on enlève tout. Là, on coupe le gazon, on coupe leur capacité de nuisance, on détruit toutes les armes, et on sait que ça va repousser et qu'il faudra revenir, mais on n'a pas d'autre choix. C'était pas une opération. C'était ça jusqu'à présent. Cette fois-ci, ils déclarent, et j'ai l'impression qu'ils le font, ils ont fini avec cette politique. Maintenant, ils vont éradiquer le Hamas. Jamais. Ils vont couper la mauvaise herbe à la racine, l'arracher et l'empêcher de repousser. Bon. Alors, il y en a une qui n'a pas parlé, et même si j'ai vu Roland dégainer sa Bible. Je pense que c'est vous voulez une citation. Mais Claude Meunier-Berthelot. Écoutez, moi je pense que la question c'est effectivement de savoir s'il peut y avoir une solution. Moi je pense qu'il n'y en a pas, parce qu'en réalité, s'il y a tant de problèmes pour qu'Israël existe, c'est qu'il y a un problème de légitimité déjà. De cette d'Israël. Vous allez plus loin. Je vais plus loin. Vous remettez en cause l'existence même. Et en plus de ça, si vous voulez, l'objectif d'Israël, c'est de faire le grand Israël, et dans le cadre du mondialisme, de façon à être le centre du monde. Alors je vois pas comment il peut vraiment faire la paix définitive avec ses voisins. Excusez-moi. Claude, c'est pas audible actuellement de dire que Israël n'a pas sa légitimité à exister, et que, en gros, les Juifs qui sont là devraient aller à Madagascar, comme ça a été un projet. Non, je pose la question, si vous voulez, pour qu'un peuple comme ça ait tant de problèmes avec ses voisins pour exister, se pose forcément un problème de légitimité. Je pense que c'est la question que je pose. Je ne dis pas que j'apporte la réponse, je pose la question. Oui, mais ce n'est pas une solution. Vous comprenez, je dis qu'il n'y en a pas. Là, je dis qu'il n'y en a vous pas. pensez qu'on va rester dans un camp fortifié et un autre camp? Les objectifs d'Israël, moi, je qu'il n'y a pas de solution à long terme. Non, mais juste en un mot, on pourrait aussi appliquer votre équation au peuple juif tout entier depuis 2000 ans.
Après tout, si tout le monde leur fout sur la gueule depuis 2000 ans, c'est qu'il y a un problème au départ et un problème de légitimité. Ben pourquoi pas? Puisque c'est votre raisonnement. Puisqu'ils ont des problèmes depuis le début... C'est pas mon raisonnement. Enfin, si, c'est à ça que vous arrivez. Puisqu'ils ont un problème depuis le début, les Israéliens, c'est qu'ils ont un problème de légitimité. Non, je suis désolé, non. Alors, Roland Hureau. Israël est Roland Hureau. dirigé par Roland Hureau. et une équipe qui est la même que celle qui a assassiné Isaac Rabin. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et on y verra plus clair quand cette équipe qui est rejetée par 80% des Israéliens aujourd'hui n'y sera plus. Alors il y a les extrémistes qui ne sont pas seulement les colons. Il y a beaucoup de gens qui sont extrémistes et qui ne sont pas forcément en Israël d'ailleurs. Ceux qui nourrissent cette marche de colonisation. Il se réfère à un passage bien connu de la Bible, qui est le livre de Josué, qui parle du grand Israël qui doit aller de la Méditerranée jusqu'à l'Euphrate. Mais ces gens-là n'ont pas lu la Bible, parce que dans le livre suivant, qui est le livre des Juges, il y a un passage... Là, on est dans le Nouveau Testament. L'Ancien. Je vous suis dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Il y a au début de l'Ancien Testament un passage... Entre nous, je voulais chercher, entre nous. Non, je vais trouver très vite. Qui a une Bible sur lui. Vous inquiétez pas. Je ne sais pas si c'est bon signe, mais qu'il soit capable de trouver le texte. Il dit en gros qu'il y aura toujours des Palestiniens sur la terre d'Israël. Vas-y, parce que le peuple élu n'est pas fidèle à la loi d'Yahvé, donc il sera obligé de coexister avec d'autres peuples sur sa terre. Et cela, on ne dit pas le terme de cette coexistence, et c'est le livre des Juges. Et c'est un passage très important que malheureusement beaucoup de gens ne connaissent pas et qui dément, qui contredit le fameux passage du livre de Josué sur le Grand Israël. Et ça en contradiction avec ce qu'a dit Claude Meunier. Des juifs ultra-orthodoxes qui disent que les sionistes sont des enfants de Satan. Il y en a, pas mal aux États-Unis. On se demande si quelqu'un comme Netanyahou a jamais lu la Bible. Je suis à peu près sûr que c'est le genre d'homme à jamais avoir ouvert une Bible. Il faut peut-être expliquer en 2 mots cette phrase. En réalité, effectivement, il y a des juifs ultra-orthodoxes qui pensent que le sionisme, c'est péché parce que ça n'est pas un mouvement politique, un mouvement des hommes de ramener les Juifs en Israël, c'est un mouvement messianique. C'est-à-dire c'est Dieu et le Messie qui reviendra et qui ramènera les Juifs en Israël. C'est pour cette raison que certains Juifs ne veulent pas aller en Israël. Mais le sionisme n'est pas un mouvement religieux. Le sionisme, c'est un mouvement politique. C'est un printemps des peuples et c'est le printemps du peuple juif qui a voulu une nation, une terre, avec une armée pour le protéger, face à une histoire qu'on peut comprendre. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, là-dessus, c'est ce que je disais tout à l'heure, une pathologie s'est greffée, qui est le sionisme religieux. Mais ça n'est pas ça, le sionisme. Mais c'est celle-là qui est au pouvoir. Non, ça n'est pas ce qui est au pouvoir. Une frange infime du gouvernement représente ces gens-là. La colère de Yahvé s'enflamma contre Israël, et il dit, puisque ce peuple a transgressé l'alliance que j'avais prescrite avec lui, eh bien, je ne chasserai plus devant lui aucune des nations que Josué a laissé subsister quand il est mort, afin de mettre par elle Israël à l'épreuve. Voilà, ce passage, j'aimerais qu'il soit un peu plus connu. Oui. Moi, j'aimerais qu'on ne s'appuie pas sur la Bible pour régler ce genre de problème, parce que c'est la cause du problème. Ce sont des gens de part et d'autre qui s'appuient sur la Bible. C'est pour répondre à ceux qui s'appuient sur la Bible. Non, sur le Coran. Je veux dire, c'est pareil, c'est le pendant. Oui, mais c'est complètement... Enfin, c'est aberrant. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut revenir à la loi de 67, c'est la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Voilà, la loi, ça a pas l'air d'être je vous rappelle quand même hein. que le plan de partage, à l'origine, prévoyait que la Jordanie soit pour les Palestiniens. Et puis la dynastie hachémite a fait main basse dessus, et c'est pour ça qu'on a la Cisjordanie. D'autre part, l'ONU, qui a pondu effectivement une centaine de résolutions, fait valoir le droit, mais en aucun moment n'assure la sécurité d'Israël. Et pour Israël, il y a quelque chose qui prévaut le droit international, c'est sa sécurité. Et quand on voit que l'ONU est le représentant du monde aujourd'hui, et combien le monde est remonté contre l'Occident, on a peut-être raison d'envoyer balader l'ONU quelquefois. Écoutez, l'impartialité de l'ONU crève les yeux. Je ne partage pas. Juste une chose, je vais vous faire part d'une utopie. L'utopie est la suivante. Jérusalem n'est pas en Israël. Jérusalem, c'est la capitale mondiale des 3 religions. Jérusalem est donc une ville indépendante dans laquelle les 3 religions peuvent cohabiter. Je partage avec vous cette utopie. Elle vous semble complètement farfelue, puisqu'on a vu, alors je vais faire un pont un petit peu bizarre, mais l'ambassade américaine déplacée de Jérusalem à Tel Aviv,
Hein? C'est le contraire. Pardon, c'est le contraire. Mais justement, Est. Justement, pardon, c'est ce que je voulais dire. C'est le contraire. Mais est-ce que cette histoire-là de Jérusalem, capitale des trois religions du livre, aurait pas du sens et serait pas Jean-Paul II à l'époque. C'était la proposition. D'accord. Bien sûr. J'ignorais que je mettais les pieds dans les pas de Jean-Paul. C'est pas mal. Le grand Jean-Paul. Je me sens lévitation sur mon fauteuil. Ok. Je pense qu'il y a un bon exemple, c'est Rome. Rome est à la fois la capitale de l'Italie, la capitale de l'Église catholique avec statut d'État. Je ne crois pas beaucoup à cette solution, mais il y a une différence de mentalité. Les Arabes sont sensibles aux symboles. Ils ont dit Jérusalem notre capitale, Jérusalem notre capitale. Alors s'ils ont leur cité du Vatican au sein qui sera la capitale du monde de la Palestine, et même si autour il y a beaucoup de juifs. Voire même du monde musulman, c'est ça que vous voulez dire? Pardon? Voire même du monde musulman. Ça, c'est eux qui décident. Je ne dis pas Jérusalem, capitale de la Palestine. Il y a une valeur symbolique qui est extraordinaire. Les Israéliens sont des Occidentaux qui raisonnent pragmatiques, alors que le monde arabe raisonne de manière très souvent symbolique. Et ça, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas une différence de mentalité sur des sujets comme celui-là. Cette proposition utopique, elle pourrait fonctionner de ce point de vue-là? J'en sais rien, mais il faut demander aux intéressés. Elle est un peu utopique, à mon avis, mais déjà qu'il y a deux peuples en concurrence, si vous en ajoutez un troisième. Oui, mais je suis pour en tant que ça chrétien. Ça ne peut être que Jérusalem-Est. Pourquoi ça ne peut être que Jérusalem-Est? Parce que le reste de Jérusalem, parce qu'il y a une partie qui est comment dire, le mur des lamentations, enfin cette partie du temple est absolument juive, quoi. Donc ce qui était prévu, encore une fois, dans la résolution de 242, c'était que Jérusalem-Est devait être la capitale de l'État palestinien. C'était ça qui était prévu au départ. Okay. Donc une ville qui aurait été coupée en deux. Dont toute cette partie, les Palestiniens de souche qui y vivaient, y ont été chassés, et il y a donc 400 000 colons 450 000 colons à peu près en Cisjordanie, et il y a 250 000 colons nouveaux qui ont racheté des immeubles progressivement. Qui n'ont pas racheté, qui ont viré les Palestiniens de force pour prendre leur place. Donc ça, c'est un élément supplémentaire de l'opposition entre les deux. Et quelle serait la place de la religion chrétienne dans cette Jérusalem où il y aurait d'un côté la partie juive et la partie musulmane? Parce que, on est quand même au cœur du réacteur de la foi chrétienne. La proposition de l'Église de l'époque, je sais pas répondre. Le royaume n'est pas de ce monde, est-il écrit dans les Écritures. Mais l'idée, c'est d'en faire une ville internationale. Enfin, voilà, c'est ça. Il faut assurer la sécurité des pèlerins qui y vont. La cause des croisades, la sécurité des pèlerins, c'était pas palestinienne soit à Ramallah à ce moment-là, que la capitale d'Israël reste à Tel Aviv, ce qu'elle était avant que Trump ne fasse la bêtise d'en rajouter une couche, et puis qu'à ce moment-là, cette ville soit considérée comme ville internationale, avec un statut particulier, protégé par l'ONU, etc., etc. Ouais. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas le cœur du problème, à mon avis. Le cœur du problème, c'est une belle idée, mais je doute qu'elle règle le problème du reste. Le problème, c'est la colonisation des terres. Voilà, c'est ça le problème. Beaucoup de questions se règlent à chaud, à chaud. Encore une fois, cette histoire de colonisation, c'est vrai que c'est une espèce d'épreuve de force qui est terrible pour les Palestiniens. C'est que disons, le mot d'ordre israélien, c'est les terres contre la paix. C'est-à-dire, le jour où vous nous foutrez la paix, on pourra sanctuariser et pérenniser des terres qui vous appartiendront. Aujourd'hui, sur Terre, aucun pays ne peut coloniser un autre pays. Ça n'est pas acceptable. Non. Et 80% des gens dans le monde pensent comme ça. Et aujourd'hui, je pense que plus de 50% des Palestiniens en Palestine pensent comme ça. La colonisation, ça n'est pas possible. Oui, sous quelque prétexte que ce soit. Après, on arrange les choses, on démilitarise, on fait ce qu'on veut. Mais au départ, la colonisation, ça n'est pas possible. Il n'y a pas d'autre chose qui puisse juste... Ah, mais je te colonise parce que j'ai besoin de me défendre. Personne ne peut comprendre ça aujourd'hui. Tout le monde peut comprendre ça, sauf que 80% des gens du monde, on leur a mal raconté l'histoire de l'État d'Israël. Et encore une fois, c'est une question de sécurité. C'est une question de sécurité. Cette colonisation ne vient qu'après une occupation. Et l'occupation, c'est pour garantir la sécurité. Parce que tant qu'il n'y a pas d'occupation, il y a une ligne de front. Écoutez, s'ils ont construit un mur pour arrêter les attentats, c'est parce qu'à un moment, ça devenait le seul moyen.
Et à partir de là, ça n'a pas du tout marché, en l'espèce. Si, ça a marché. Ça a marché. À Jérusalem-Est, et là où il y a le mur, il n'y a plus d'attentats. Ça a arrêté. Que pensez-vous? Parce que Claude a dit une chose qui m'a frappé l'oreille, c'est les problèmes peuvent aussi se régler à chaud. Est-ce qu'à chaud maintenant... C'est Roland, pardon, j'ai dit Claude. C'est fréquent, oui, mais ça c'est... Vous pensez que c'est maintenant qu'on pourrait commencer? Oui, je pense si on est dans un risque de déflagration mondiale, si vous voulez. Le principe, c'est quand je joue et je perds $10, $20, $50. Bon, je continue à jouer. Si à un moment le risque de l'un ou de l'autre ou de tout le monde est de tout perdre, à ce moment-là, on se dit, bon, allez... on va faire un effort, on va trouver la solution que par ailleurs tout le monde connaît, mais qu'on ne veut pas parce qu'on calcule, etc., pour pas jouer tout, mais à un moment donné, il faut arrêter. Les Américains, il faut arrêter. Israël, il faut arrêter. Le Hamas, il faut arrêter. Il faut arrêter. À un moment donné, on arrête. Mais on le fait que si vraiment on se dit tout va péter de partout, etc., etc. Oui, je ne sais pas si on est déjà là, mais on n'en est pas très loin. Oui, je peux être d'accord avec ça et penser que les Israéliens seront capables d'accepter de rendre des terres à condition qu'on leur garantisse la paix. C'est-à-dire celui qui arrivera, une puissance internationale qui arrivera à leur garantir leur sécurité, ils accepteront qu'on leur impose de rendre des territoires. Ça me paraît évident. Oui, et ils mettront au pas leurs juifs religieux qui ne veulent pas en entendre parler. Il faut une forte volonté du président des États-Unis. Parce que Et il faut sans doute un fort président des Trump, États-Unis. ça ne sera pas le cas, parce que Trump il a de la poigne, mais comme il est pro-israélien à fond, c'est pas lui qui résoudra le problème. Il y a pire. Ok, écoutez, je vais vous dire, on a fait la mini-révolution dans cette émission, on a fait 2 sujets au lieu de 3. Nous avons passé l'heure à débattre d'un côté de ce qui se passe en France et d'une contamination relative du conflit, avec des très beaux arguments, et on a quand même tracé des pistes pour la paix. Peut-être que pour ceux qui s'y connaissent, qui n'est pas mon cas, vous allez trouver ça dérisoire. Moi, j'ai eu le sentiment que je voyais un tout petit peu de lumière, et ça m'a fait chaud au cœur. Allez. Bien regarder. Oui, il faut bien regarder. Je suis bien d'accord, mais là, vraiment, je fais avec ce que j'ai. C'est-à-dire, vous, des hommes et une femme de bonne volonté, c'est déjà pas mal. Allez, je vous remercie, messieurs, madame, d'être venus, d'avoir été si riches de beaux arguments. Et je vous donne, vous qui nous regardez, rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Tête à Clash. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr.